Pour TS Expertise, le partage du savoir, du savoir-faire, des résultats de la recherche et de l'innovation est une lumière qui éclaire l'émergence d'une économie durable. La recherche et l'innovation multiplient les opportunités au moment où le partage du savoir, au savoir-faire et des histoires de succès créent et renforcent l'engouement à investir et à entrer dans la chaîne de valeur pour la production. C'est dans ce sens que les experts des TS Expertise ont développé des vidéos à base des fiches techniques conçues pour donner la lumière sur certaines opportunités d'investissement utiles au développement durable du Burundi. Aujourd'hui, nous vous partageons la fiche technique conçue sur les énergies renouvelables. Les énergies fossiles. Les énergies fossiles sont issues de l'exploitation de gisements souterrains de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. La combustion de ces énergies fossiles produit de l'énergie et émet du dioxyde de carbone, CO2. Le CO2 est un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de l'atmosphère. L'utilisation excessive des énergies fossiles à l'échelle mondiale a joué un rôle majeur dans le dérèglement climatique. Cependant, les énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Leur consommation excessive au fil des ans a mené à une raréfaction des ressources, aboutissant à une crise énergétique due à l'épuisement des gisements. Le Conseil mondial de l'énergie estime qu'il reste environ, sur Terre, 230 ans de réserves de charbon, 40 ans de réserves de pétrole, 70 ans de réserves de gaz naturel. Actuellement, la production mondiale d'électricité provient à 63% des énergies fossiles, 11% des énergies renouvelables, 16% de l'énergie hydroélectrique et 11% de l'énergie nucléaire. Le secteur des transports repose encore majoritairement sur les énergies fossiles, avec seulement 4% provenant des biocarburants. Les énergies renouvelables. Aujourd'hui, toutes les nations s'efforcent de remplacer les énergies fossiles par des énergies vertes ou renouvelables. Les énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. L'énergie verte, telle que le nucléaire, ne produit pas de gaz à effet de serre, mais elle provient d'une ressource épuisable. Pour réaliser la transition énergétique d'un pays, des énergies fossiles aux énergies renouvelables, il est crucial de comprendre le mode de fonctionnement de ces dernières afin d'éviter une mauvaise gestion des énergies renouvelables. Il existe 5 types d'énergie renouvelable. 1. L'énergie solaire, qui permet de produire de l'électricité via des panneaux photovoltaïques ou de chauffer des fluides grâce à la lumière du soleil. 2. L'énergie éolienne, qui entraîne des turbines éoliennes avec la force du vent. 3. L'énergie hydraulique, qui utilise l'énergie cinétique de l'eau pour produire de l'électricité. 4. L'énergie géothermique, qui exploite les calories présentes dans le sol pour chauffer l'eau ou produire de l'électricité. 5. La biomasse, qui permet de produire de l'énergie à partir de la combustion ou de la méthanisation de matières organiques. Le potentiel des énergies renouvelables. La nature offre une large gamme de sources d'énergie renouvelable, incluant l'énergie océanique, géothermique, solaire thermique, photovoltaïque, la bioénergie, l'éolienne, l'hydroélectricité, et l'électricité solaire thermique. Ces flux constants d'énergie représentent environ 3300 fois la consommation énergétique totale actuelle de l'humanité. Toutefois, cette distribution mondiale n'est pas représentative de ce qui est disponible à l'échelle d'une nation. Ainsi, chaque nation doit explorer son potentiel en énergie renouvelable et investir judicieusement. Les sources d'énergie renouvelable sont bénéfiques pour une nation car elles favorisent l'indépendance politique et le développement économique. En effet, les entreprises alimentées en énergie peuvent fonctionner avec un bon rendement. Le défi de l'implémentation massive des énergies renouvelables pour l'industrie réside dans leur caractère intermittent, c'est-à-dire le fait que l'énergie éolienne et solaire fluctue selon les conditions météorologiques. De ce fait, les solutions de stockage énergétique sont essentielles, comme l'utilisation du photovoltaïque durant la journée et celle des biocarburants la nuit. Quantifier l'énergie. Le Joule-J est l'unité de mesure de l'énergie de référence selon le système international d'unités. La puissance P est une quantité d'énergie par seconde, P égale 1 sec, et son unité est le watt W, W égale joule 1 sec. L'utilisation du kilo veut dire 1000 et pas la masse, donc 1 kilowatt égale 1000 W égale 103 W. De même, 1 mégawatt égale 106 W, 1 gigawatt égale 109 W.
L'énergie est fréquemment mesurée en utilisant d'autres unités comme la TEP, tonne d'équivalent pétrole, le baril de pétrole, le kilowattheure, le cal, kilocalories. Pour pouvoir les comparer, il suffit d'appliquer les facteurs de conversion. Un kilowattheure égale 3,6.106 J, un calorie égale 4,1855 J, une TEP égale 4,186.1010 J, une TEP égale 7,33 barils de pétrole. Quantifier la conversion d'énergie. La transformation d'énergie, également connue sous le nom de conversion d'énergie, est le processus par lequel l'énergie change de forme. Il existe différentes formes d'énergie, telles que l'énergie thermique, calorifique, contenue dans un objet chaud, l'énergie chimique stockée dans le carburant, l'énergie électrique circulant dans un câble électrique, et l'énergie mécanique de l'eau s'écoulant dans une rivière. La conversion d'énergie nécessite un dispositif convertisseur, tel qu'un moteur qui transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique pour le mouvement d'une voiture, ou une cellule photovoltaïque qui convertit l'énergie lumineuse du soleil en électricité. À chaque étape de conversion, il y a une possibilité de perte d'énergie. Cette énergie est considérée comme perdue car elle est convertie en une forme non exploitée, telle que la chaleur dissipée par frottement dans un moteur. Ainsi, lorsqu'une quantité d'énergie est fournie à un convertisseur, seule une partie de cette énergie est utilisable en sortie. Le rendement d'un convertisseur est le rapport entre l'énergie utile, produite, et l'énergie consommée, exploitée. Le rendement est un nombre compris entre 0 et 1 et peut être exprimé en pourcentage. L'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique est générée par le mouvement de l'eau, que ce soit dans des chutes d'eau ou le long des cours d'eau. La force mécanique de l'eau en mouvement peut être capturée par une turbine. Cette turbine est équipée de lames qui, en contact avec le courant d'eau, provoquent un mouvement rotatif du rotor de la turbine. L'énergie mécanique transférée au rotor de la turbine peut ensuite être convertie en énergie électrique sous forme de courant alternatif grâce à un alternateur. Ce dernier est un générateur électrique présentant un rendement élevé, de l'ordre de 95%. La puissance fournie par une turbine hydroélectrique dépend directement de la hauteur de chute, le head, et du débit d'eau, le flow, mentionné dans les graphiques. Il existe plusieurs types de barrages et de turbines adaptés à différentes configurations et besoins, voir la note technique sur l'hydroélectricité. L'énergie hydraulique. Les collines escarpées et le climat du Burundi, caractérisés par des précipitations mensuelles de 100 à 170 mm d'eau, à l'exception de 3 mois de saison sèche, offrent des opportunités fascinantes pour le développement de la pico- et micro-hydroélectricité. Ces petites centrales nécessitent des investissements modestes et peuvent être réparties à travers tout le pays pour produire de l'électricité localement, à la fois le jour et la nuit. Au Burundi, plus de 160 sites ont été identifiés comme exploitables pour l'hydroélectricité. Parmi eux, 10% présentent un débit compris entre 6 et 20 mètres cubes par seconde, convenant à de grandes centrales, tandis que 90% ont un débit inférieur à 5 mètres cubes par seconde, adapté à des petites centrales capables de produire entre 10 et 100 kW. Les installations de puissance inférieure à 20 kW sont qualifiées de picocentrales, tandis que celles ayant une puissance de 20 à 500 kW sont désignées comme microcentrales. Stockage de l'énergie hydraulique. Le stockage d'énergie par pompage hydraulique, CEP, est la solution technique la plus économique pour le stockage électrique, avec un coût d'environ 0,12 à 0,18 USD kWh. Il consiste à pomper de l'eau du bas vers le haut dans un barrage à l'aide d'un moteur électrique. En déplaçant l'eau du bas vers le haut, son énergie potentielle augmente. Une fois l'énergie électrique convertie en énergie potentielle stockée dans l'eau en hauteur, cette énergie peut être extraite au moment voulu en la faisant couler vers le bas à travers une unité hydroélectrique qui la reconvertit en électricité. Le stockage énergétique par pompage hydraulique est donc intéressant à combiner avec les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Dans une installation mixte PV-CEP, le CEP produit de l'électricité pour compenser le manque de soleil dans l'installation photovoltaïque, PV. Le rendement énergétique aller-retour du CEP varie entre 70% et 80%. Le principal inconvénient du CEP est la nécessité de conditions géographiques particulières, c'est-à-dire une altitude et une disponibilité en eau.
Les sites appropriés se trouvent donc probablement dans des régions vallonnées ou montagneuses, et potentiellement dans des zones de beauté naturelle remarquables, et il y a donc aussi des problèmes sociaux et écologiques à surmonter pour les gros barrages. Notons que la solution CEP peut être implémentée aux petits barrages et aux petites centrales hydroélectriques. Exemple de compagnies et de picoturbines. Il y a beaucoup de compagnies en Chine qui vendent des picoturbines sur Alibaba. L'énergie éolienne. Les bords, et encore mieux, les sommets des collines au Burundi sont des endroits privilégiés pour le passage des vents. Plus un sommet est élevé, plus les vents y sont forts, augmentant ainsi le potentiel de génération d'électricité. Une éolienne est un dispositif qui convertit l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, également appelée énergie éolienne. Cette dernière est ensuite, dans la majorité des cas, transformée en énergie électrique. Il est préférable d'installer une éolienne dans des lieux où le vent n'est pas perturbé par des obstacles créant des turbulences. Un emplacement sans perturbation assure une efficacité maximale de l'éolienne en captant des vents plus réguliers et plus forts. L'énergie éolienne. Une éolienne à axe horizontal est constituée d'une hélice perpendiculaire au vent, montée sur un mât. L'hélice est connectée au générateur par un rotor, qui fait tourner le générateur électrique et produit de l'électricité. L'énergie éolienne, source d'énergie intermittente, n'est pas produite à la demande mais varie selon les conditions météorologiques. À l'inverse, l'énergie hydraulique est souvent plus constante. Il est donc avantageux de combiner l'énergie éolienne avec un système de stockage d'énergie ou une autre source d'énergie qui compensera lorsqu'il n'y a pas de vent. Dans certaines applications, comme le pompage pour l'irrigation, une production constante d'électricité n'est pas cruciale, et une simple éolienne de pompage peut suffire. Cependant, dans d'autres cas, comme pour alimenter une industrie de production ayant un besoin constant d'électricité pour ses outils, cela ne serait pas adéquat. L'énergie éolienne. Le prix et la taille des éoliennes sont entièrement adaptables. Il existe de petites éoliennes, d'une puissance de quelques kilowatts, qui peuvent subvenir aux besoins électriques d'une famille. Ces petites unités peuvent être raccordées à une batterie pour stocker l'énergie produite. Par ailleurs, il existe également d'immenses éoliennes de plus de 150 mètres de hauteur, produisant une puissance de plus de 5000 kW. Ces grandes éoliennes peuvent être connectées à un site hydroélectrique doté d'un barrage, permettant ainsi de produire de l'électricité de manière plus constante. La puissance maximale, en watts, produite par une éolienne est proportionnelle à la surface S balayée par les pales de l'hélice, en mètres carrés, et multipliée par le cube de la vitesse du vent V, en mètres par seconde. Cette puissance maximale est ensuite ajustée selon le coefficient de performance, propre au type et au modèle d'éolienne ainsi qu'au site d'installation. Ce coefficient est généralement compris entre 0,20 et 0,70. Exemple de compagnies et de petites éoliennes. L'énergie solaire. L'énergie solaire représente la fraction de l'énergie électromagnétique émise par le Soleil, qui, après avoir traversé l'atmosphère terrestre, cette dernière en absorbant une partie, atteint la surface de la Terre. Cette énergie est fondamentale pour le cycle de l'eau, la formation des vents et la photosynthèse effectuée par les plantes, sur lesquelles repose indirectement le règne animal à travers les chaînes alimentaires. Ainsi, l'énergie solaire constitue l'une des sources principales d'énergie renouvelable. Il existe plusieurs façons de transformer l'énergie solaire en d'autres formes d'énergie utilisable, chaleur, électricité, chimique. La lumière du soleil peut être convertie en chaleur par un capteur solaire thermique, avec un rendement de 50 à 70%. La lumière du soleil peut être convertie en électricité par une cellule photovoltaïque, à base de silicium, avec un rendement d'environ 20%. La lumière du soleil peut être transformée en énergie chimique, biomasse, par les végétaux lors de la photosynthèse, avec un rendement inférieur à 1%. Radiation solaire. L'irradiance normale directe, DNI, est une mesure de l'irradiance solaire qui atteint la Terre perpendiculairement à sa surface, sans tenir compte de la diffusion ou de la réflexion de la lumière par l'atmosphère. Le Burundi bénéficie d'une intensité lumineuse moyenne, avec un DNI annuel de 1300 kWh/m.
Une région légèrement plus ensoleillée se trouve à la frontière avec la Tanzanie. La valeur du DNI est importante pour l'évaluation des technologies solaires thermiques à concentration, CSP. Le potentiel photovoltaïque fait référence au potentiel de production d'énergie d'un panneau solaire photovoltaïque par rapport à sa puissance nominale et est généralement mesuré en kWh kWp. Pour le Burundi, ce potentiel est en moyenne de 1500 kWh kWp par an. Le panneau photovoltaïque. L'effet photovoltaïque repose sur l'absorption de la lumière par un semi-conducteur. Lorsque le semi-conducteur est exposé à la lumière, il génère des charges électriques, des trous chargés positivement et des électrons chargés négativement, créant ainsi une différence de potentiel électrique entre les électrodes, une électrode négative et une électrode positive. De cette manière, un courant continu peut être produit pour alimenter l'équipement concerné. Néanmoins, si l'appareil en question nécessite du courant alternatif, il est nécessaire d'ajouter un circuit électronique convertisseur de courant. Si le potentiel électrique généré n'est pas suffisant pour l'appareil, les cellules solaires peuvent être connectées en série pour augmenter la tension. Si le courant produit est insuffisant, les cellules peuvent être connectées en parallèle pour augmenter l'intensité. Ainsi, la taille du panneau solaire, le nombre et la disposition des cellules, ainsi que l'intensité de la lumière déterminent la puissance et l'énergie que le panneau photovoltaïque peut générer. Étant donné que la position du soleil varie au cours de la journée, le panneau solaire ne peut pas offrir une puissance constante. Dans les installations photovoltaïques, il est possible d'ajuster l'orientation des panneaux à l'aide de moteurs pour optimiser la production d'électricité. Le photovoltaïque et le stockage. Il est possible d'acheter des panneaux solaires de toutes les tailles et de les combiner pour couvrir de petites surfaces, par exemple, un toit, ou de grandes surfaces, champs solaires. Un panneau solaire est typiquement de l'ordre de 100 à 500 watts. Pour une puissance de 500 watts, la surface est de 2 M2 avec une efficacité de 20%. Il y a beaucoup de fabricants comme Axitec, LG, REC, BenQ, Sharp, Trina, Luxor, SunPower, Victron, etc., et de nombreux sites de vente sur Internet. Plusieurs entreprises effectuent également des installations en Afrique. Le stockage de l'énergie électrique générée par les panneaux photovoltaïques n'est pas un problème pour de petites installations, comme l'éclairage public, une maison ou une école. En effet, comme le panneau solaire produit du courant continu, DC, il peut directement charger une batterie. Il existe des modules de batterie de plusieurs tailles pour stocker l'énergie électrique et permettre d'avoir de l'électricité la nuit, lorsqu'il n'y a plus de soleil. La plupart des vendeurs de panneaux solaires offrent aussi différentes solutions pour les batteries. Mais le prix des grosses batteries devient exorbitant pour les grosses installations solaires, comme par exemple la centrale de 7,5 MW. Dans le cas de grandes installations, il est avantageux de combiner cela avec le pompage hydraulique pour le stockage de l'énergie, voir page 9. Dans certains petits bussines, il n'y a pas besoin de batterie. Le solaire thermique à concentration. Le solaire thermique à concentration, CSP, utilise des miroirs ou des lentilles pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteur. Le fluide circulant dans le récepteur absorbe cette chaleur et après un échange de chaleur vers un autre fluide comme l'eau, un moteur thermique est activé par la vapeur créée, turbine à vapeur. Le moteur est connecté à un générateur produisant de l'électricité. Cette technologie permet de convertir la chaleur solaire en électricité avec des rendements variant entre 8% et 16%, selon le type de technologie CSP employée. L'adoption de moteurs thermiques fonctionnant avec des solvants organiques peut augmenter le rendement jusqu'à 25%. La taille du champ solaire, composé de miroirs ou d'héliostats, l'ensoleillement du site, et le type de technologie de concentration utilisée, tour, Fresnel, cylindre parabolique, vont déterminer la température que peut atteindre le récepteur. Le fluide utilisé pour transporter la chaleur doit donc être choisi en fonction de la température d'opération, allant de 200 à 1000 degrés Celsius, liquide organique, sel fondu, alliage métallique. Plus la température est élevée, plus la conversion de la chaleur en électricité est efficace. Stockage de chaleur.
Contrairement aux panneaux photovoltaïques, qui peuvent perdre jusqu'à 80% de leur puissance en quelques secondes lors de passages nuageux, les centrales solaires thermodynamiques bénéficient d'une inertie thermique qui permet de limiter leur intermittence. De plus, elles peuvent être équipées d'un système de stockage thermique de plusieurs heures, de 3 à 12 heures, leur permettant d'être exploitées la nuit. Le stockage se fait dans de grands réservoirs appelés cuves thermoclines qui contiennent un matériau solide formant un lit fixe. La chaleur est chargée et déchargée à travers ce lit par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Ces systèmes sont généralement utilisés par paire, avec 2 réservoirs fonctionnant en alternance de phase. Le stockage permet d'étendre ou de déplacer la période de production dans le temps, rendant la prévision de production plus fiable. Bien que les technologies solaires thermodynamiques soient actuellement plus coûteuses que le photovoltaïque, elles offrent des avantages significatifs en termes de gestion de l'intermittence et de capacité de stockage. L'énergie solaire et sa conversion. Il est important de souligner la corrélation entre la complexité du convertisseur et le produit de la conversion. En effet, le capteur thermique est constitué principalement d'un objet foncé absorbant la lumière et produisant de la chaleur. Cette chaleur permet de chauffer, de sécher, de faire tourner un moteur thermique ou une turbine. La cellule photovoltaïque, plus complexe, est composée de semi-conducteurs, et le produit est l'électricité, qui peut être utilisée non seulement dans le secteur énergétique, mais aussi pour l'électronique, l'informatique et les techniques de communication. La biochimie de la plante est encore bien plus complexe que le mécanisme des cellules photovoltaïques. La feuille de la plante permet de convertir la lumière du soleil en biomolécules complexes qui peuvent servir de médicaments, de nourriture et éventuellement de combustible, biocarburant. Le rendement de conversion diminue en fonction de la complexité du convertisseur, mais le produit de conversion peut avoir une valeur importante en raison de sa spécificité et de sa complexité, à l'instar de la quinine extraite du quinquinal et carburant biologique. Un biocarburant est un carburant comme l'huile, le gaz, le diesel qui est produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire des matières végétales ou animales ou des déchets de ceux-ci. Actuellement, 2 familles principales existent. La famille des huiles et dérivés, huile végétale, le biogazole ou biodiesel, et la famille des alcools comme le bioéthanol. Les biocarburants obtenus après transformation de produits agricoles destinés habituellement à l'alimentation humaine ou animale s'appellent la première génération de biocarburants, canne à sucre, maïs, etc. Ce type de biocarburant est à proscrire pour les pays à forte densité de population puisqu'il nécessite l'utilisation de larges surfaces agricoles pour faire des carburants au lieu de fournir de la nourriture. Les biocarburants de la 2e génération sont beaucoup plus intéressants car ils sont obtenus à partir de cultures spécifiques non destinées à l'alimentation humaine ou animale, jatropha, de résidus agricoles et forestiers ou de déchets ménagers. L'huile de jatropha. Jatropha cura est une plante très résistante qui peut pousser sur la plupart des sols, y compris dans le désert. Elle vit à l'état sauvage, notamment en Inde. La plante est originaire du Mexique et de l'Amérique centrale, mais s'est désormais répandue en Afrique et en Asie pour la culture. La plante est un arbre qui atteint souvent une hauteur de 3 à 5 mètres. Dans de bonnes conditions, elle peut cependant atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Elle peut produire de l'huile à partir de la 2e année et pendant les 50 années suivantes. La plante contient une très grande quantité d'huile, jusqu'à 37%, ce qui donne plus de 4 fois plus d'huile par hectare par rapport aux graines de soja et plus de 10 fois plus que le maïs. Un hectare de culture de jatropha produit 1900 litres de biodiesel par an. La plante et l'huile qui peut être produite à partir de la plante sont toxiques. La plante est également utilisée par les agriculteurs comme clôture contre les animaux sauvages pour éviter les dommages sur d'autres cultures. Justification du jatropha au Burundi. Le processus d'extraction de l'huile de jatropha à partir des graines de jatropha peut être réalisé chimiquement avec des solvants, mécaniquement ou hydrauliquement à l'aide d'une presse. Généralement, l'extraction de l'huile en utilisant une technique d'extraction par solvant est plus efficace et permet d'obtenir le rendement maximal en huile. L'huile de jatropha peut être utilisée directement après extraction, c'est-à-dire sans raffinage, dans les générateurs et moteurs diesel.
Le jatropha a le potentiel de fournir des avantages économiques au niveau local puisque, sous une gestion appropriée, il a le potentiel de pousser sur des terres non agricoles marginales et sèches, permettant ainsi aux villageois et aux agriculteurs d'exploiter les terres non agricoles pour générer des revenus. De plus, l'augmentation de la production de carburant de jatropha apporte des avantages économiques au niveau national, car elle réduit la facture nationale d'importation de combustibles fossiles. Cela permet de minimiser l'utilisation des réserves de devises étrangères du Burundi pour le carburant, permettant au Burundi d'augmenter ses réserves croissantes de devises étrangères. Le biodiesel de jatropha. La réaction de transestérification consiste à faire réagir l'huile de jatropha avec un alcool pour obtenir un ester d'acide gras. L'huile est composée de triglycérides qui réagit avec le méthanol et la soude caustique pour donner le biodiesel qui est en fait composé d'ester méthylique d'acide gras, et MAG. La réaction se fait en une étape et le glycérol doit être retiré du produit de réaction, huile plus méthanol plus naoglycérol plus MAG. Les différentes étapes de la production de biodiesel produisent des coproduits, soit des produits ne pouvant être transformés en biocarburant. La glycérine, ou glycérol, obtenue lors de l'étape de transestérification peut être valorisée dans les domaines pharmaceutiques, crèmes, dentifrices, cosmétiques, produits de beauté, ou alimentaires. Microturbines à biocarburant. Les petites turbines à combustion, connues sous le nom de microturbines, utilisent les biocarburants de jatropha, diesel plus huile, pour produire de l'énergie électrique, 20 à 5 cents kW. La microturbine fonctionne essentiellement de la même manière qu'un moteur à réaction classique, où un compresseur aspire de l'air et le passe dans une chambre de combustion où du carburant est injecté et enflammé alors qu'il traverse une turbine, créant une rotation. Le générateur tourne avec la turbine pour créer de l'énergie électrique à partir de l'énergie rotationnelle extraite de ces gaz combustibles. Comparé au moteur diesel, les microturbines fonctionnent sur des paliers à air, n'utilisant ni huile ni liquide de refroidissement, ce qui diminue le coût de maintenance avec un intervalle de service de 8000 heures, au lieu de 300 heures pour les moteurs diesel. Une microturbine brûle continuellement le carburant qui l'alimente. De cette manière, une combustion plus complète du carburant est réalisée, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les émissions. Les microturbinées sont flexibles en termes de carburant, ce qui signifie qu'elles peuvent utiliser du diesel, du kérosène, de l'huile ou de la paraffine, par exemple, ou même un mélange de carburant pour aider à réduire les coûts. Les moteurs diesel classiques ne peuvent pas gérer un mélange de carburant. Avec seulement une partie mobile, la microturbinée fonctionne très silencieusement.